Cette semaine, on refait le Mac est à Vivatech et on fait une spéciale débriefing complet de toutes les annonces de la WWDC 2025. Au sommaire, Liquid Glass, Apple redessine ses interfaces avec un design de 100% translucide. Est-ce une avancée ou une régression? Retour également sur iOS 26 et ses nombreuses petites évolutions. Mais l'événement reste iPad OS 26 avec un mode multifenêtre enfin à la hauteur. L'iPad se rapproche-t-il enfin du Mac? Gros plan également sur macOS 26 avec l'arrivée d'une nouvelle version de Spotlight qui devient vraiment le centre de contrôle intelligent de votre Mac. Sans oublier les dernières avancées d'Apple Intelligence, l'IA maison de Cupertino va-t-elle prendre son envol bien que Siri 2.0 soit aux abonnés absents? Débat. Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour On refait le Mac, votre débat tech hebdomadaire, une émission exceptionnelle de On refait le Mac. Cette semaine, vous avez eu droit à 2 On refait le Mac cette semaine, une émission enregistrée ici en cette journée de clôture de Vivatech sur le stand du Crédit Agricole et du village Baïséa. On va revenir sur les grandes annonces d'Apple cette semaine lors de la WWDC. Vous étiez très nombreux, plus de 30 000 personnes à nous suivre pour le live lundi soir depuis nos studios au village Baïséa, avec comme invité en plateau cette semaine à mon côté monsieur Laurent Pantanage. Salut Laurent. Bonjour tout le monde. À ma droite, monsieur Stéphane Zibi. Salut Stéphane. Bonjour à toutes et à tous. On avait besoin d'un regard pointu sur matière de design. On va parler d'interface avec Liquid Glass, la nouvelle interface d'Apple. Monsieur Jean-Louis Fréchin de l'agence No Design. Bonjour Jean-Louis. Bonjour. Pour ceux qui ne connaîtraient pas, bien que tu es un habitué régulier de l'émission, tu viens aller au moins une fois par an avec nous. Tu es un designer historique des interfaces, notamment graphiques, entre autres. Bien que là, tu nous prépares un joli vélo. Tu vas nous en parler dans un instant. Tu as travaillé avec des grandes entreprises du 440. On pense à Renault. Plus récemment, tu as fait des interfaces de Parrot. Oui, c'est ça. Tout ce qui est compliqué, des OS aussi. C'est le sujet d'aujourd'hui dans le monde Unix. Et en France, on ne fait pas beaucoup d'applications sophistiquées, mais on a réussi à faire des jolis produits numériques ici. Et puis, tu as formé quelques designers au sein de l'INSAD, c'est ça? De l'ENSI, l'École nationale supérieure de création. Qui aujourd'hui travaille à une entreprise dont le logo est une pomme croquée. Donc, je vous laisse imaginer pour qui il travaille aujourd'hui. Donc, il a un regard assez pointu et quelques sources d'infos intéressantes qu'on va essayer de développer ensemble ce soir. Dernier invité, c'est notre hôte ici, celui qui nous accueille sur ce beau stand du Crédit Agricole et du village Baïséa, le maire du village Baïséa, Paris, monsieur Emmanuel Papadacci, Stéphanopoli. Salut Emmanuel. Salut. On a passé une belle semaine ensemble, allez voir tous les On refait Vivatech, on était en quotidienne. Et Emmanuel va nous a préparé un petit édito spécial pour cette occasion. Un salut particulier en tout cas aux membres du club ERLM. C'est la version premium de notre club, vous le savez, en vous abonnant, vous avez droit à la version en avance de l'émission quand on n'est pas en direct. Et vous pouvez commenter avec nous l'émission et également venir assister à l'enregistrement dans nos studios installés rue La Boétie à Paris au village Baïséa et découvrir les coulisses de l'émission. Avant de passer au cœur de la thématique, à savoir le grand débrief des annonces de la WWDC et des interfaces d'Apple. On revient sur les grands moments forts de Vivatech. Tout au long de la semaine, j'y suis arrivé. On vous a présenté une start-up du jour. Chaque jour, on vous présente une start-up du jour. C'est la rubrique à présent, maintenant. Alors oui Olivier, donc pour la session de la start-up du jour, aujourd'hui je suis avec Erwan. Erwan qui est le CEO de Génial, une start-up de la Fabrique qui est le start-up studio du groupe Crédit Agricole. Erwan, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur Génial? Qu'est-ce que vous faites aujourd'hui? Alors Génial pour Generative IA Lab. On aide les entreprises à adopter l'IA dans leur métier, dans leur processus. On est éditeur de logiciels et on développe une plateforme qui permet aux différentes équipes, que ce soit de la vente, du marketing, des opérations, à mettre en place des agents IA, vraiment dans leur métier, et que l'IA soit le plus utile possible et adoptée par tout le monde. Ok, et donc là on se croise sur Vivatech, donc ce grand salon, ce grand moment phare pour l'innovation. Comment ça se passe jusqu'à présent pour vous? Qu'est-ce que vous pensez du salon? On est ravis du salon. On parle beaucoup d'IA. Et en fait, beaucoup de questions reposent sur oui, mais l'IA, vraiment, qu'est-ce que je peux en faire avec?
où est-ce qu'elle est vraiment utile pour nous. Donc les gens cherchent aujourd'hui la mise en application concrète. Donc ça, c'est super intéressant d'avoir des échanges avec des entreprises de toute taille, des dirigeants. Et puis pour nous, c'est l'occasion aussi de lancer un nouveau projet. En tout cas, on l'officialise avec BPI France, qui est notre client, et avec qui on lance un moteur de recherche IA qui permet aujourd'hui de faciliter l'accès à l'information. Et donc, officiellement, depuis aujourd'hui, sur le site des Deep Tech. Bah justement, on peut peut-être parler davantage de cette collaboration avec BPI France. C'est quoi aujourd'hui l'enjeu, c'est quoi l'utilité pour un groupe comme BPI France de s'associer avec Génial? L'enjeu pour BPI, c'est bien entendu, avec tout ce qu'ils font aujourd'hui, c'est de permettre à leur écosystème de leur faciliter l'accès à l'information. BPI produit beaucoup de contenu, mais finalement, les utilisateurs, souvent, ils ont besoin d'une chose à la fois. Et donc, il est difficile d'aller chercher l'information que l'on veut. C'est pour ça qu'avec BPI France, on a apporté une approche d'un moteur de recherche IA sur le site des Deep Tech qui permet tout simplement d'aller sur un site et de non plus naviguer vraiment sur ce site-là, mais de poser librement une question sur qu'est-ce qu'une Deep Tech, comment monter une Deep Tech, quels sont les programmes d'accompagnement disponibles, et que chaque utilisateur pose une question et une réponse tout de suite. Donc il y a un enjeu de satisfaction qui est évident. Et pour BPI France, c'est aussi dans une logique de connaissance utilisateur, de mieux savoir ce que recherche leur écosystème pour adopter leur stratégie, pour adopter leur business intelligence, comme on dit, de finalement comment on va créer de la valeur pour l'écosystème en fonction des besoins qu'on arrive à mieux comprendre aujourd'hui. En tout cas, on souhaite beaucoup de succès à cette nouvelle collaboration qui a été annoncée aujourd'hui. Merci beaucoup et puis je vais rendre l'antenne à Olivier. Merci. Merci beaucoup Julie Nsindo qui chaque jour nous a présenté la start-up du jour. On en a bien clôturé avec, c'est un bel exemple. Également chaque semaine on retrouvait Emmanuel qui nous préparait un petit édito. Il nous a fait le plaisir de nous préparer un édito rien que pour vous 100% Apple. C'est tout de suite après ce jingle. Emmanuel, qu'est-ce que tu nous as préparé comme édito aujourd'hui? On parle d'Apple, je crois. Oui, exactement. Donc, on est à Vivatech, c'est l'univers des startups. Apple et startups, quel est le rapport? Alors, en fait, on les aime, on les craint. De qui je parle? Je parle de ce fameux tonton omniprésent de la Startup Nation qui est Apple. Alors, on les aime, on les craint, on leur doit tellement, mais on râle sans cesse, sans arrêt contre eux. Bienvenue dans la relation la plus schizophrène de la tech moderne, Apple et les startups. Toi, tu regardes On refait le Mac chaque semaine, c'est voilà. ça? Tout a démarré avec deux objets, l'iPhone et l'Apple Store. 2008, Apple ouvre sa petite boutique en ligne, 500 apps. 16 ans plus tard, c'est devenu le plus grand incubateur indirect de l'histoire mondiale de la tech. Car sans l'iPhone, pas d'app économie. Sans l'app économie, pas de Spotify, pas d'Uber, pas de TikTok, pas d'Airbnb. Apple n'a pas juste inventé un téléphone, ils ont redéfini la structure même de l'innovation digitale. Ils ont instauré la norme absolue du produit, simplicité, esthétisme, fluidité. L'entrepreneur moderne est né là-dedans. Il rêve d'un produit Apple-like, propre, rapide, sexy. L'iPhone est devenu la vitrine mondiale des startups B2C. Une app mobile, c'est presque un prérequis. Et ça, c'est Apple qui l'a gravé dans le marbre. Mais derrière le grand incubateur, il y a le tonton gatekeeper, car Apple contrôle l'accès. Règles d'intégration, modération stricte, commission contente de grignoter, un algorithme de validation parfois capricieux, des guidelines qui évoluent au gré du vent de Cupertino. On est tous invités dans la maison Apple, mais c'est eux qui tiennent la porte et qui fixent les prix des chambres. Et pourtant, difficile de leur en vouloir totalement, car derrière ces filtres, il y a un niveau d'exigence unique au monde, une forme de pacte implicite. Tu veux jouer dans ma plateforme, tu respectes mes standards. Apple a inventé une sorte de religion de la tech propre, code élégant, UX chirurgical, design millimétré. Ils ont montré que la technologie n'est pas un outil brut, mais un art de vivre industriel où la beauté fusionne avec l'usage. Mais il faut aussi leur reconnaître ceci. En créant l'Apple Store, Apple a démocratisé l'accès à l'entrepreneuriat digital à une échelle jamais vue. N'importe quel développeur, n'importe où sur la planète, peut lancer son app, toucher un marché mondial, devenir une start-up. Steve Jobs a transformé le garage de Bill Gates en piste de décollage mondial. Et comme tout autant omniprésent, Apple finit toujours par s'inviter au repas de famille. Aujourd'hui, les voilà qui avancent dans leur pion dans l'IA, la santé, la fintech, la réalité virtuelle. Jamais en premier, toujours aussi perfectionnistes. Ils ne font pas de buzz, ils font de l'intégration stratégique. Alors Apple, c'est ça, un formidable accélérateur de start-up, un oncle protecteur mais interventionniste, une bénédiction mais aussi un fardeau, un empire qui a redessiné la Startup Nation à son image.
Merci Manuel, c'est un beau résumé de nos débats tech hebdomadaires, hein, ce que vient de nous faire là. Et on va justement, tu vas compter les coups cette semaine entre nos différents invités. On va beaucoup débattre, notamment ce soir, parce qu'il y a eu beaucoup de rumeurs en amont de cette WWDC. Elle s'est confirmée, beaucoup d'annonces. Et on n'est pas tous d'accord sur si Apple innove encore suffisamment. On va en parler longuement, notamment en matière d'interface. Déjà, premier sondage qu'on vous a posé sur le compte X de la chaîne On refait le Mac cette semaine. On vous a posé cette question. Que retenez-vous de la WWDC 2025 d'Apple qui s'est tenue lundi dernier? Et on vous a répondu. Tu as les infos, tu peux le dire pour moi? Oui, si tu veux. Donc en fait, le design Liquid Glass a emporté le vote avec 44,2%. Ensuite, iPadOS 26%. Et surtout comment il va transformer l'iPad avec 36,5%. Et enfin, le filtrage téléphonique avec 8%. Mais juste avant ce filtrage, on a quand même la traduction directe, ce qui moi m'étonne, parce que pour moi c'est un non-sujet, mais qui a quand même 11%. Donc c'est intéressant la répartition. Dans le néant, c'est normal. Voilà, ça commence. Alors, il y a beaucoup de réactions sur X, Laurent, positives, négatives, notamment envers cette nouvelle interface. On va longuement en parler avec Jean-Louis Fréchin ce soir. Une réaction de Rémi Vérin, qui est toujours très critique sur X envers, oui, Rémi envers est Apple. toujours très critique. Rémi dit la keynote du vide version 2. Mais bon, Laurent, vers moi, fait l'éloge de Liquid Glass, remake boiteux d'Aqua Windows Vista. Apple est en crise et personne ne peut le voir. Et donc il va y avoir déjà rien que là, il y a un débat et je pense que ça va. Il y a une flopée on a rarement autant eu de réactions après une WWDC, une réaction de Cyber 2001, Laurent. Oui, il dit le nouveau design Glass est tellement magnifique, j'en suis sûr et certain que c'est un premier aperçu de la future interface avec les lunettes de réalité augmentée, avec les widgets transparents. Qui nous reste connectés à la réalité et en même temps connectés au virtuel. Autre réaction de Steven Klimovic. Donc Steven nous dit, belle évolution d'iPadOS qui va peut-être enfin lui donner un peu de productivité. Après 5 ans d'acharnement, j'ai lâché complètement l'iPad. Liquid Glass est un délire artistique technologique, mais une horreur à utiliser. On voit rien et c'est laid. Voilà, bon, je crois qu'on peut arrêter là l'émission. Encore une réaction de Mig. Qui dit heureusement qu'il y a eu la Google I.O. cette année pour voir l'innovation Apple, pour voir de l'innovation, Apple est à la ramasse. Autre réaction de Jean Gug. Ils ne veulent surtout pas mettre macOS sur iPad, mais font en sorte de mettre toutes les fonctionnalités de macOS sur l'iPad. Incompréhensible, on dirait que l'équipe iPad et Mac ne sont pas en adéquation. Pour les autres, à part Liquid Glass, Google le fait déjà sur Pixel. Florian Martin sur X ce jour. J'aurais mis le manque d'innovation dans les propositions, mais quand même, si je suis designer, je sais que passer trop de temps sur le design masque le manque de dev. On va en parler avec Jean-Louis dans un instant. Et enfin, Maxiou, dernière réaction. Qui dit, je pense qu'on ne peut pas passer à côté du Liquid Glass. Sur iOS, j'ai du mal pour le moment, mais sur macOS, je trouve ça super beau. Liquid Glass, ça va être le premier chapitre de cette émission. Est-ce que c'est une révolution ou un gadget ? Il a fait couler beaucoup d'encre, ce Liquid Glass. Est-ce que c'est une révolution ou c'est un gadget? On a hâte d'avoir ton sentiment. Rappelons quand même les faits. Apple uniformise ses OS, Jean-Louis, depuis lundi. D'abord, changement d'appellation, Laurent. Tout passe en 26, macOS 26, iOS 26, Apple WatchOS 26 et j'en passe, c'est des meilleurs. tvOS 26. Voilà. Et une uniformisation très rapide, ce qui est assez nouveau chez Apple, du style. Et ce nouveau style graphique, c'est Liquid Glass, Laurent. Ouais, c'est assez surprenant et j'en glissais quelques mots avec Jean-Louis juste avant le début de l'émission. Pour moi, c'est l'annonce de quelque chose qui est à venir. C'est la préparation de quelque chose à venir. Non, attends, laisse-moi finir. C'est son positivisme à tout. Je t'explique pourquoi. Oui, l'aveuglement total. Non, je t'explique pourquoi. Il y a deux options. Soit ils se sont complètement loupés, ils ont fait un truc complètement fou. Soit ils préparent quelque chose. Pourquoi je pense qu'ils préparent quelque chose? Parce que quand tu lis dans les docs développeurs, il y a un document qui s'appelle HIG. C'est Human Interface Guideline. Donc c'est les consignes pour développer des interfaces. Et dans ces consignes, Liquid Glass ne répond à aucune de ces consignes. Donc s'ils sont allés à l'encontre de leur doxa,
c'est soit qu'ils se sont totalement perdus, et je laisserai mon ami en dire un peu plus, soit qu'ils sont en train de nous préparer à quelque chose de futur. Et moi, je vois ça dans des lunettes. Je leur laisse la parole aux autres. Jean-Louis, qu'est-ce que tu as pensé donc, de cette interface très translucide? Je ne sais pas si on a des images, des éléments flottants tout azimut, des effets de lumière, des mouvements fluides. Moi, j'aime bien, hein, ça me rappelle les premières versions alors, on dit ça ressemble à Vista, mais moi, ça me fait plutôt penser à la première version de macOS 10 lors du grand retour de Steve Jobs avec Aqua. Quels sont les avantages que tu as notés, hein, et les limites et critiques que tu aurais à émettre? Alors déjà, je vais faire comme les politiques, je ne vais pas répondre à la question. Ça commence fort. Premier élément marquant et qui n'est pas un hasard, cette semaine, Bill Atkinson a disparu. Bill Atkinson, parce que Apple n'est pas né avec l'iPhone, contrairement à ce que les gens du digital peuvent penser, l'informatique existe depuis bien plus longtemps. Bill Atkinson, c'est l'inventeur de tout ce dont on parle aujourd'hui. C'est-à-dire pas tellement de la partie graphique, mais de la partie graphique, de ses moteurs et des modes d'interaction. Et un OS, c'est ça. On ne peut pas résumer Liquid Gas à du cosmétique. Hein. Ah, c'est que du cosmétique, ça dit clairement qu'on n'a rien compris. C'est une technologie, à l'époque de Atkinson, ça s'appelait Quick Draw. Et finalement, Liquid Glass n'est qu'une évolution de l'environnement de développement des systèmes d'interaction de la machine. Ça, c'est le premier point. Et deuxièmement, un OS extrêmement compliqué. Donc on ne peut pas regarder ce qu'on voit sans observer ce que ça fait et les scénarios et les langages, surtout qui sont mis en place dans les nouveaux systèmes qui vont nous être proposés. Alors le premier truc intéressant, c'est l'unification globale de l'expérience avec ce qu'on voit. L'effet je copie la réalité, ça c'est pas très intéressant. C'est pas parce qu'on a un bout de verre sur un écran que c'est plutôt une affirmation de son manque d'imagination. C'est un truc d'ingénieur et c'est les ingénieurs qui fabriquent QuickDraw, c'est pas les designers. Ça, c'est le premier truc. Pour toi, c'est plus une vision d'ingénieur qu'une vision de designer. C'est intéressant. Alors, la routine graphique qui permet Liquid Gas, oui, c'est une technologie d'ingénieur. On la donne à des designers et puis les gars, amusez-vous avec. Mais d'accord. Et le problème de ce qu'on a vu, pas tellement de Liquid Gas, mais de la vision du système opératif, c'est qu'il n'y a pas de vision. C'est-à-dire que c'est une affirmation de l'accident culturel. iOS 7 était une revendication absolue de chez Apple. La culture sculpte ce qu'on veut faire. iOS 7, donc c'était l'évolution il y a une dizaine d'années majeure d'iOS, conçue par Jonathan Ive, qui avait installé une philosophie, une culture de l'interface autour du flat design et la fin du skeuomorphisme. Alors, eux n'ont jamais parlé de flat design, c'est les experts autoproclamés des interfaces qui l'ont nommé comme ça. Eux, c'était l'unification totale du matériel et du logiciel et surtout faire de l'OS non pas une simulation de la réalité, mais une couche abstraite. Parce que l'abstraction est quelque chose, pour parler à la cognition, c'est-à-dire à l'intelligence des humains, beaucoup plus efficace que cette copie un peu ridicule amenée par Steve Jobs de la réalité. Et cette évolution dans ce qui nous a été présenté n'existe plus. C'est-à-dire que la pierre que l'on jette au loin, on ne la voit pas. On a des technologies d'ingénieurs formidables, on a des réponses d'interaction, notamment les adaptations contextuelles sur les menus qui sont super intéressantes, qui optimisent l'espace. Ce n'est plus des objets graphiques stables, c'est des objets contextuels, adaptatifs, qui sont tout à fait intéressants. On a l'unification des 3 OS, et peut-être même des 4 avec la montre, qui sont également extrêmement intéressants, chacun avec ses déterminismes. Le doigt, ce n'est pas la souris, donc mettre macOS sur un iPad, ça n'a aucun intérêt. Il faut respecter chacune des... Donc le fait d'uniformiser les OS avec un nouveau design commun, ce n'est pas forcément une bonne idée. Non, parce que... Alors, on va laisser Microsoft le faire, mais ça ne marche pas. On hésite toujours en deux mondes. Et tous mes étudiants qui ont des systèmes Windows qui sont de grande qualité et qui sont intéressants à tous les niveaux, grosso modo, ça ne marche pas. Donc l'iPad, c'est un iPad. L'iPad a une interface incroyable, c'est le stylet. Steve Jobs n'était pas d'accord. Le Mac, c'est le Mac. Et en musique, on utilise peu d'iPad et plutôt des Mac. Et le téléphone, c'est le téléphone. Qui lui-même a sa couche de capacité à travailler. Et c'est ça qu'il faut regarder, c'est pas tellement Liquid Glass. Et on peut avoir cette unification parce qu'on a ces éléments adaptatifs qui sont vraiment, eux, vraiment nouveaux, qu'on ne peut pas dessiner puisqu'ils sont dynamiques. C'est-à-dire qu'on a des éléments temporels dans des éléments spatiaux, ce qui est une vraie complexité, et ça, c'est intéressant. Par contre, et j'en termine,
Un OS, c'est 3 choses. C'est une technologie, une vision qu'on n'a pas et la place donnée aux utilisateurs. Apple a toujours limité la place donnée aux utilisateurs, hormis grosso modo le choix des applications, ce qui est énorme. Aujourd'hui, on donne le pouvoir aux utilisateurs et l'OS ne peut pas tout régler. La transparence, c'est un vrai problème, et notamment l'interface blanche qui enlève toute la cognition et les messages que nous envoie l'OS. Donc ça, c'est une mauvaise idée. Si l'utilisateur là-dedans fait ce qu'il veut, il a le droit, hein, on est en démocratie. Mais à la fin, on va dire « Ah, c'est moche, ça ne marche pas, etc. » Ben oui, s'adapter au contexte, c'est des lois de la physique essentielles. Hein. Du blanc sur du blanc, ça ne se voit pas, et du noir sur du noir, ça ne se voit pas. Et quand on fait un OS, il faut penser à ça. Stéphane, Emmanuel, votre sentiment, si on comprend bien le sentiment de Jean-Louis, de ce changement plutôt cosmétique que philosophique ou culturel, hein, on peut dire ça. On a vu en tout cas que les premières critiques sont arrivées très vite, Stéphane, sur des problèmes de... Je ne sais pas si tu as installé la bêta très rapidement, mais c'est vrai que ça fait un effet waouh hein, sur le moment. Mais dès que tu as des fonds clairs, il y a un vrai problème de lisibilité. Reste que ça reste une bêta. Il y a 4 mois de développement avant la mise en ligne définitive. Il faut pondérer les critiques. C'est vrai que sur fond clair, quand il y a du soleil, c'est quasiment illisible. On va dire qu'ils vont améliorer ça, mais je vais commencer à parler des choses positives. Mazette. Non, c'est bien qu'il y ait une cohérence visuelle entre tous les écrans. Pourquoi pas? Et je pense qu'il y aura quand même quelque chose qui va avoir lieu. On va en parler pour l'iPad, parce que c'est quand même la seule bonne nouvelle de cette keynote. Oui, on a un chapitre sur l'iPad. Voilà. Le design est plus moderne, ça c'est sûr. Et en fait, ce design favorise la continuité et le multitâche. Ça, je pense également. Ça, c'est quelque chose qui est plutôt quelque chose de positif. Et ça favorise et ça prépare l'effet un peu spatial pour éventuellement aller vers les lunettes de réalité augmentée pour que ce soit un peu généralisé. Donc ça, c'est des choses un peu positives. Maintenant, j'ai regardé les sites chinois, américains, européens. D'ailleurs, les réactions étaient plus ou moins toutes les mêmes, mais quand même, en fait, pour beaucoup, quand Apple a beaucoup insisté là-dessus, il mise beaucoup trop, à mon sens, sur le design pour masquer les dérives sur l'intelligence artificielle. Et ça cache la forêt, bien évidemment, parce que c'est pas seulement ça. Même si, et on pourra le dire pour l'iPad, quand on installe un nouvel OS, on a l'impression d'avoir un nouveau téléphone. C'est ça qui est aussi important. Donc là, quand même, il y a un très grand gap entre l'iOS 18, 10, je ne sais même plus, mais je suis perdu. Dans 18, iOS 26, on a gagné 7 ans là. Donc voilà, donc comme il y a un gros gap là, on sent bien quand même qu'on aura quand même, on va pouvoir vraiment avoir l'impression d'avoir un nouveau téléphone. Néanmoins, c'est très décevant et c'est à l'image de cette keynote où c'est le mot qui venait, c'était mitigé. Tu partages ce sentiment, Emmanuel, que c'est plus un coup marketing d'Apple pour cacher effectivement ce retard dans l'intelligence artificielle? Alors, 3 remarques. La première, c'est que l'expérience utilisateur de l'OS, c'est celui des écrans qui sont faits par Apple, mais également, c'était l'objet de ma chronique, tous les écrans faits par les développeurs, et les 1 million de développeurs. Donc de toute façon, si l'objectif numéro 1, c'est offrir une expérience homogène, tout canaux, tout matériel, en fait, si on n'embarque pas les développeurs qui ont développé toutes les applications derrière, ça sera fragmenté quoi qu'il arrive. Et c'est un problème chronique d'Apple depuis sa création. Comment s'assurer que les développeurs à qui ils ont délégué une partie de l'expérience client soient homogènes avec ce qu'ils veulent. Donc s'ils font un virage, et si l'objectif c'est d'avoir tout homogénéisé, l'objectif il sera pas atteint. Premier point. Le second point, c'est que je trouve qu'en 2025, prévoir une expérience utilisateur où chaque étape est structurée de façon séquentielle, alors que on sait que maintenant, l'objectif numéro 1 de toute interaction de machine, c'est que le step d'après est prévu statistiquement par un outil d'IA. C'est exactement la step du jour qu'on a vu là. Donc, la step du jour qu'on a vu avant, c'est ils sont 5 à Bordeaux et ils développent chez des particuliers et chez des entreprises des logiciels où l'étape d'après est prévue statistiquement. Donc en fait, je pense que l'objet, c'est de comment faire vivre ces deux mondes. Et je ne sais pas comment le régler. Et moi, j'ai une expérience personnelle que je vous partage. En 2002, j'ai fait un master en recherche à Paris-Saclay. À l'époque, ça s'appelait autre chose. Et dans mon master, j'avais des spécialistes de l'IA et des spécialistes d'interaction homme-machine. Déjà en 2002, ça ne s'entendait pas du tout. Donc je découvre que 23 ans plus tard, en fait, on y est toujours. Voilà.
Très bien. Alors, vous avez bien compris qu'on n'arrive pas à se mettre d'accord sur les avancées de cette interface. On va laisser quand même tout l'été à Apple le temps de maturer cette interface. On avait eu, il est vrai, déjà lors du temps d'iOS 7, qui a été vraiment une rupture en termes de design, Jean-Louis, pas mal de critiques à l'époque. Et on a vu que tout au long de l'été de cette année-là, l'interface avait pas mal évolué. Donc, on leur laisse le bénéfice du doute. On se donne rendez-vous à la rentrée ensemble et on reviendra avec l'arrivée des nouveaux iPhones sur la version définitive d'iOS 26. On continue sur iOS 26 dans ce prochain chapitre. On va parler des évolutions parce qu'il n'y a pas que l'interface. Et on commence par une question sur X, Laurent. Oui. Donc on a Vitek qui nous dit « J'essaye iOS 26 depuis 2 jours. Ça chauffe beaucoup et perd d'autonomie à foison. Liquid Glass 5 pas, mais parfois illisible et surtout au niveau du centre des notifications. Le centre de contrôle, c'est sympa, mais pas stable. Les icônes maison ne vont pas vraiment Liquid Glass comme les dossiers. » Bon, c'est une bêta, hein. Il faut pas. C'est une alpha. Il ne faut pas installer sur votre iPhone aujourd'hui iOS 26. Moi, je l'ai installé sur plein de terminaux. On a plein de cas autour de nous de gens qui ont briqué leur iPhone, ni plus ni moins. On a croisé 2 personnes là, juste avant le début de l'émission, à qui c'est arrivé notamment. Donc ne le faites pas pour l'instant. Il y a déjà une mise à jour qui a eu lieu dans la nuit. C'est que, bon là, il y a encore. C'est une alpha. Ouais. Ça sortira dans presque 5 mois. Donc, attendez au moins la bêta publique en juillet. Oui, la bêta publique, elle sortira certainement aux alentours du 10 juillet. Quoi. Donc, Alors, qu'est-ce que tu as retenu, Laurent, en termes de nouveautés? Il n'y a pas que, bien sûr, l'interface qui évolue. Il y a eu quelques avancées en matière d'Apple Intelligence. Moi, j'ai été agréablement surpris, notamment en matière de traduction. Qui fonctionne assez bien et qui moi, j'attendais depuis des années. Sérieusement, tu attendais la traduction depuis des années? Mais oui, pour faire nos interviews. Olivier, excuse-moi d'intervenir, mais là, je crois, tu te moques de nous quand même. Non. Non, tu parles de choses qui existent depuis 10 ans quand même. Non, mais quelqu'un quadrilingue comme toi, il n'a pas besoin de traduction. Quadrilingue au moins. Non, mais quand tu fais des interviews avec des personnes en anglais, en italien, en espagnol, c'est quand même bien que le logiciel te propose automatiquement une traduction avec une voix. C'est le minimum syndical qu'ils ont fait. Oui, mais jusqu'à maintenant, on s'attendait qu'il n'y ait pas d'évolution sur l'IA. Il y en a eu. On s'attendait qu'on ait Monts et Merveilles plutôt avant l'émission. Hein. Oui, c'est vrai. Monts et Merveilles, on a eu, je sais pas. Je sais même pas quoi dire en fait. S'il y a un truc qui est bien, c'est ils ont pris l'application pour éviter qu'on se fasse appeler par des télémarketeurs. Alors, on va en parler. Restons sur l'IA un instant. Donc Apple Intelligence, l'une des principales avancées, c'est Live Translation. Donc une possibilité quand vous avez par exemple un appel de FaceTime, d'avoir une traduction simultanée. Ouais, magnifique. Oui, non, mais c'est bien. Et puis, on a vu arriver Visual Intelligence, qui est une fonction... J'essaye quand même de résumer les annonces pour ceux qui ne les ont pas vues. Et après, avant de les critiquer, on les présente à minima, Monsieur Zibi. Et Visual Intelligence, donc c'est une fonction qu'on connaissait sur l'iPhone. C'est le petit bouton qui permet de faire une photo et de demander qu'est-ce que c'est cet ordinateur devant moi. Il va le chercher chez Google. Là, maintenant, ça marche sur tous les iPhones, a priori, qui ont Apple Intelligence et peut faire des recherches sur le web, c'est ça? On peut faire des recherches sur le web et... C'est pas une technologie maison d'Apple. Hein. Non, mais il se pourrait que Apple permette d'ouvrir une API et de permettre de choisir. On ne sait pas trop encore. On sent que ça peut appeler plusieurs services. Donc il y a peut-être une idée assez géniale. Et ce serait peut-être une approche anti-Google. Parce que finalement, Google, quand Google te permet de faire ça, ils servent l'écosystème Google, la publicité Google, les produits Google, le shopping Google. Et tu vois, donc peut-être que finalement Apple va être plus ouvert que Google sur cette approche-là. Alors tu parlais à l'instant, Stéphane, du nouveau filtre d'appel. Moi j'ai trouvé que c'était une des fonctions les plus intéressantes. Hein. C'est un système qui vous propose une mise en attente automatique. On est tous bombardés de spam téléphonique, de centres d'appel qui vous proposent des panneaux solaires ou une prime Rénov pendant qu'elle existe encore. Là, en l'occurrence, il y aurait un assistant vocal qui prendrait l'appel à votre place, qui sert d'interface, qui trie les appels, comme si vous aviez une standardiste ou une assistante comme autrefois dans le monde analogique, et qui vous permet de savoir qui vous appelle. Il y a un message qui apparaît sur l'écran et vous prenez pas l'appel. Ça, c'est très très bien. C'est une chose qui existait dans mon Android, ça. Ça existe, mais c'est très bien qu'Apple le propose tout de suite. C'est bien, ça prouve qu'ils peuvent faire des choses. Tu sais pourquoi? C'est une bonne chose. Je l'ai dit que c'était une bonne chose, mais la seule. Oui. Je pense que c'est très bien, je vais t'expliquer pourquoi. C'est quelque chose qui existe dans l'univers Google depuis longtemps. Hein. Moi, j'ai un numéro de téléphone Google Voice.
Et donc, quand je reçois un appel sur mon numéro américain, on me demande c'est qui. Avant de me le placer, j'ai un petit texto qui me dit voilà la personne. Depuis combien d'années ça 10 ans. Voilà, merci. Mais là où c'est intéressant, c'est que les gens qui utilisent les téléphones Apple, c'est un grand public. Tu vois, c'est pas des geeks. Et c'est en ça que je pense que le fait que ça arrive dans le monde Apple, tu vois, moi par exemple, ma mère, je pense qu'elle utilisera elle n'aurait jamais été le configurer sur Google, mais par contre avec son iPhone, elle sera contente de le faire parce que c'est en natif. C'est en ça que je pense qu'il peut y avoir un changement dans la démarche. Jean-Louis, qu'est-ce que tu penses de ces petites avancées elle a duré quand même près d'1 heure et demie la keynote. Hein. Et au S26, il y avait quand même quelques avancées en matière d'Apple Intelligence. L'idée, c'est que le noyau dur, à savoir un vrai assistant vocal contextuel tel qu'on le connaît dans le monde OpenAI avec ChatGPT ou Gemini chez Google, arrivera plus tard. On a un chapitre, hein, donc on va en parler tout à l'heure. Mais qu'est-ce que tu as pensé des petites avancées et le fait que, effectivement, on continue à implémenter Apple Intelligence au cœur de l'écosystème et c'est important. Hein. C'est un travail de fond et on voit qu'Apple a besoin de temps pour ça. Ça m'évoque deux choses. La première, c'est que l'IA, c'est une bulle et il y a autant de spécialistes de l'IA qu'il y a de gens présents à Vivatech, donc il faut se méfier. Microsoft est totalement dépendant d'OpenAI et c'est pas bon pour le futur. Et peut-être qu'Apple a choisi une stratégie forcée et contraint, pas inintéressante. La deuxième chose, c'est une phrase de Steve Jobs qui m'avait marqué. Il y a quelques années, le digital du moment, c'était Dropbox. Et tout le monde ne jurait que par Dropbox. Et Steve Jobs avait dit, oui, c'est formidable Dropbox, mais c'est qu'une feature. Et dans cette keynote, on a beaucoup commenté des features. Et la question c'est très bien, hein, c'est intéressant au quotidien. La question qui m'intéresse, c'est en quoi ça sert le téléphone que je vais choisir dans 1, 2, 3, 4, 5 ans. C'est-à-dire en quoi mon pari sur l'avenir va être servi par ce que je vois. Si ce que je vois, c'est la vision historique, quand je fais un appareil ultra technologique, il est aussi simple que Sony, ça m'intéresse, c'est ce que tu viens de dire. Si la vision, c'est je saupoudre de petites aménités, de petites élégances, de confort partout, ça m'intéresse. Si je respecte l'être humain en n'essayant pas de penser à sa place, ça m'intéresse. Donc, dans ce que j'ai vu, il y a beaucoup de graines et d'éléments qui viennent enrichir, disons, une utilisation globale qui me semble intéressant avec, ce qui est très important, un niveau de simplicité qui parle à des gens normaux. Et ça, c'est intéressant. Et il faut vraiment relativiser l'IA. L'IA, ça existe depuis 50 ans. Les LML, c'est une bulle. Il y a plein de manières de traiter les choses. On va en parler. Aujourd'hui, il y a des technologies open source. Donc, ce n'est pas une question de retard, c'est une question de choix et de puissance. Qu'est-ce que tu penses un petit peu de ce débat, que ça peut te sembler être un extraterrestre d'assister à ces petits débats polémiques autour des interfaces d'Apple et ses évolutions? Voilà, c'est quoi ton sentiment, Emmanuel, toi qui utilises des outils d'IA au quotidien? Ça te semble vraiment si problématique que ça, qu'Apple ne soit pas en pointe aujourd'hui? Non, mais alors, le débat qu'on a, il est d'une banalité déconcertante dans l'univers de la tech. Hein. C'est-à-dire que dans la tech, très souvent, l'interaction homme-machine, c'est par des applications mobiles ou des interfaces digitales. Et en fait, à un moment donné, on se fait un patrimoine design et on est soumis à l'obligation, c'est le cœur même d'une startup, de sans cesse tester de nouveaux produits, de nouveaux services, de nouvelles approches. Donc c'est l'équilibre à trouver entre une cohérence de l'interaction homme-machine, du design, avec la capacité à sans cesse tester. Et les équilibres, ils sont vachement durs. Moi, j'ai géré un service où il y avait 1 million d'utilisateurs sur une app. Les principaux retours que j'avais à chaque release, c'était le principal défaut de votre mise à jour, c'est qu'elle n'est pas comme avant. Ouais. Voilà. C'est vrai que chez Apple, on critique le fait qu'il n'y ait pas d'avancée dans l'IA. Et d'un côté, quand il y a une avancée majeure en interface, on la critique aussi. Donc c'est vrai que c'est difficile de positionner le curseur. Et ça reste une bêta. Une avancée qui semble presque faire l'unanimité, c'est celle concernant l'iPad. On en parle dans ce chapitre. L'iPad devient presque un Mac, on va en parler ensemble et il y a pas mal de réactions à ce sujet, Laurent, et c'est plutôt salué. Oui, tout à fait. On a Rose Z06 qui nous dit « Avez-vous essayé d'utiliser l'iPad comme un Mac ?
en le branchant à un moniteur externe. Je trouve dommage qu'Apple ne fasse pas comme avec les AirPods, le switch rapide des accessoires, clavier, trackpad, souris, entre un Mac et un iPad. Malheureusement, un frein pour moi. On a aussi Mano qui nous dit iPadOS évolue vers une expérience similaire à macOS, comme le multi-fenêtrage, ce qui, à mon avis, est une excellente nouvelle. C'était une attente forte et partagée par de nombreux utilisateurs. L'iPad Pro existe presque depuis une dizaine d'années, Stéphane. Il a fallu presque attendre les 7 ans pour voir arriver le multi-fenêtrage sur l'iPad. C'est l'essence même, l'ADN même. On parlait aidez-moi, de Bill Atkinson qui en a rendu un long hommage lors d'une live lundi dernier. C'est le cœur même du premier Mac de 1984, le multi-fenêtrage. Enfin, il est arrivé. Tu penses que c'est lié au fait qu'ils ont lâché du lest? Il fallait montrer que... Voilà, on pouvait aujourd'hui utiliser un iPad aussi bien qu'un Mac en matière de productivité. Ouais. Déjà, il y a eu, par rapport à ce qu'on disait au début, je pense que le fait qu'il y ait cette refonte graphique déjà permet cette possibilité. Parce qu'aller sur du vrai multitâche, avec une vraie gestion des fenêtres, donc flottante et redimensionnable. On le voit à l'écran, regarde. Ça, c'est quand même quelque chose. Qu'il y a une barre de menu flottante type macOS, comme on a sur notre ordinateur, qu'on a une gestion vraiment simplifiée. Parce que c'est la réalité, ce sera ça quand même. Ou donc on aura les mosaïques qui vont se superposer comme sur un ordinateur. Okay, enfin, un vrai pointeur. On avait un gros rond assez immonde en matière d'interface. Je sais pas. Exactement. J'en dirai un mot, Jean-Louis, mais là on a enfin un vrai pointeur, une vraie flèche, quoi. On a tout un tas de choses et c'est ça qui est positif. Après, je sais que Jean-Louis n'est pas très fan, je vois qu'il grimace depuis tout à l'heure sur la chose. Non, je sais qu'en tout cas, beaucoup avaient mis leurs iPads dans un coin et ne l'utilisaient plus. Là, moi je l'ai sorti, j'ai installé et depuis lundi, je l'ai pas. Il n'y a pas une journée où je ne l'ai pas utilisé. Donc ça y est, je ne dis pas qu'il a remplacé mon ordi, mais j'ai repris du plaisir de retravailler sur l'iPad parce que pour moi, c'est comme si j'avais un nouvel appareil. Est-ce que tu as compris cette initiative et surtout pourquoi maintenant? Est-ce que tu l'apprécies? Non, Apple a créé le propre problème, c'est-à-dire que l'iPad était une machine à consommer et la puissance, l'arrivée du stylet, on a fait une machine à produire. Donc forcément, ils ont créé des attentes nouvelles. Là où je pense qu'il y a une confusion, pas chez Stéphane, mais sur les réflexions. Ça arrive de temps en temps. Non. Regarde, il y a le téléphone devant lui, il y a forcément une confusion. Non, pas du tout. C'est dans tous les débats que j'ai vus, il y a une confusion. Mais comme Stéphane, j'ai regardé du Japon aux États-Unis, un peu partout. Il y a une confusion entre le multitâche et le multifenêtrage, qui sont deux choses totalement différentes. L'iPad est multitâche, heureusement. Par contre, il n'était pas multifenêtre, ce qui est un problème simple. Et là où ça peut poser des problèmes sur les applications compliquées, type musique, 3D, dessin, on a besoin d'une arborescence, d'états, de scénarios de manipulation un peu riches et de reconfiguration en fonction de son workflow, comme on dit en bon français. Donc effectivement, c'est une avancée. Il va falloir pour Apple gérer l'autre usage de cette machine, qui est cet usage hyper simplifié. Vous regardez chez les gens, quel que soit leur âge, l'iPad est sur le canapé, c'est un autre public qui l'utilise, ça existe aussi, c'est un gros marché de l'iPad, et c'est cette tension qu'il faut gérer intelligemment. C'est le point qu'Apple il a créé de nouvelles attentes, il doit les gérer intelligemment. Alors, il y a encore quelques manques pour en faire un Mac à 100%, notamment le multicompte. Dans les entreprises, ça semble presque évident quand on partage des appareils. Laurent, pourquoi est-ce que tu comprends le timing? Pourquoi maintenant? Encore une fois, je pense qu'il aurait pu faire il y a des années ce virage. En fait, ce qui est intéressant avec l'iPad, c'est qu'on s'est rendu compte que chaque dub, ils ont un peu libéré l'iPad. En fait, chaque dub, ils ont ajouté la souris, ils ont ajouté le Stage Manager, ils ont ajouté... Donc en fait, on s'est rendu... Le Stage Manager qui a un bid monumental. Hein. Je oui, sais pas qui utilise parce que c'est inutilisable. Ouais. Mais c'était une façon de dire, on ne fait pas du multifenêtrage, on permet quelque chose qui s'en rapproche. Et tu sais, c'est un peu le mode Apple. Je lance quelque chose, je pense que ça va fonctionner. Si ça ne fonctionne pas, tant pis, je le retirais en ayant dit que c'était la meilleure invention que j'ai faite au moment où je l'ai sorti. Je te rappelle la bande sur nos Macs. La Touch Bar. Tu vois, c'est
c'est le produit, quand ils l'ont sorti, c'était tout le monde va faire pareil. Et de temps en temps, ils font quelque chose. Quand ils ont sorti les... C'est un bide, on peut le dire. Non, mais quand ils ont sorti les Mac avec cette forme, avec le clavier noir, tout le monde a copié en disant c'est le meilleur clavier, c'est la meilleure approche au monde. Donc de temps en temps, ils te sortent quelque chose qui est copié et de temps en temps, ça ne fonctionne pas. Et je trouve que l'iPad, si on reprend l'historique des 4-5 dernières années, ils ont testé et si ça fonctionnait, ils ont laissé. Donc ce que je pense, c'est qu'avec un peu de temps, on va réussir à avoir macOS sur l'iPad. J'ai compris ce que tu disais sur le fait que ce ne soit pas le même usage, mais on va s'en approcher. Je pense qu'ils voulaient séparer les deux univers, sauf que ce que veulent les gens, moi le premier, c'est un Mac avec du tactile. Merci. Et donc du coup, finalement, on s'approche de ce besoin et lentement, j'espère sûrement. Emmanuel, tu côtoies beaucoup de startups au village BASEA, tu as des salariés autour de toi. On s'aperçoit souvent, et je le vois dans les travaux du village, que l'usage de l'iPad, l'usage du Mac ou du PC, c'est assez générationnel. Hein, les nouvelles générations sont plutôt friands, ils ont grandi avec les interfaces tactiles, alors que les générations un peu plus anciennes, dirons-nous, ont besoin d'un trackpad, d'un clavier, du multi-fenêtrage, d'une arborescence. Je suis chaque fois surpris que les nouvelles générations, ils ont besoin d'avoir une application en plein écran. Ça me sidère. Bon, au village BASEA à Paris, on a 150 startups. Ça fait à peu près 500 personnes qu'on côtoie tous les jours, toi et moi, moyenne d'âge 35 ans. Il y a des très jeunes, etc. Je ne savais même pas que les iPads existaient encore. Donc c'est pas du tout dans l'univers du village aujourd'hui. Je n'ai pas un souvenir de quelqu'un qui bosse avec un iPad au village. Après, peut-être qu'on est dans Paris 8e, dans un espèce de trou. Non, par Oasis, non, je pense pas, malheureusement. Non, non effectivement, par contre, des ordinateurs Mac, ça oui, il y en a un paquet. Il y a même quasiment que ça. Le smartphone également. Mais dans l'usage du quotidien, mais vraiment, par contre, je regarde un personae vraiment très précis, etc. Donc je ne juge absolument. Enfin voilà, j'ai un avis extrêmement, je dirais, sur un secteur précis. Pour conclure sur ce sujet, est-ce que tu n'as pas peur que sur le long terme, le virage qu'on est en train d'opérer, où on voit l'iPad qui est en train de se muer à un Mac, ne finisse pas par tuer purement et simplement le Macintosh tel qu'on le connaît depuis 1984 ? C'est un petit peu ce qui risque de matérialiser la vision de Steve Jobs lorsqu'il a lancé l'iPad en disant l'ordinateur, c'est un peu la camionnette de la tech et les interfaces tactiles vont regarder tout ça. On n'y est pas encore. La consumérisation, c'est-à-dire la marche forcée vers le grand public de notre informatique va vers l'iPad. Le clavier, c'est un archaïsme absolu. Les startups françaises sont assez typées dans leur champ d'action, c'est-à-dire il y a peu de grand public, il n'y a pas de consommateurs. C'est toujours des produits B2B, donc c'est certainement pas un exemple à regarder. Par contre, l'appli la plus chère du monde, elle est sur iPad, c'est Jetson pour les pilotes. Donc c'est des usages simplifiés, efficaces, certifiés, FAA. Donc c'est un autre marché et puis ça va cohabiter. Peut-être que l'interface de l'iPad ira sur le Mac et c'est ce qui sauvera le Mac. Le chemin sera inverse. Peut-être, mais peu importe, peu importe, finalement c'est les périphériques et les interfaces qui changent et la philosophie de l'OS. Ouais. Ce qui n'est pas très grave. Ce qui est très important, c'est d'être, nous, partie prenante dans la conception d'OS. On a tous à disposition des Unix. Est-ce que vous connaissez un Unix Glamour ? Non. Ça, on peut le faire en France, on ne le fait pas. Pourquoi ? Est-ce que les applis complexes de gestion de la paye des professeurs ou des militaires est cool ? Non. C'est-à-dire que, puisqu'on ne peut pas rentrer dans la conversation des grands OS mondiaux, au moins essayer d'agir là où on peut, ce qu'on ne fait pas forcément. Et c'est ça, finalement, nos débats, plutôt que de commenter ce qui se passe ailleurs, même s'il y a des Français, c'est d'essayer d'agir sur nos propres outils et ce qu'on peut faire dans les secteurs où on peut agir. Ça, c'est important. Et ça, c'est une vraie question sur laquelle les débats, grand public, pas grand public, complexité, multi-fenêtrage, gestion du multitâche, est super intéressant. Jusqu'aux multi-apps, qui sont quasiment des mini-OS, qui permettraient à Stéphane de bosser sur son iPhone. Oui. Ça, c'est des projets de start-up. Ou sur son téléphone Galaxy. En tout cas, le Mac semble avoir encore un bel avenir puisqu'Apple continue à le faire évoluer. Surtout que cette semaine, on a découvert macOS 26. Vous allez voir qu'il fait sa révolution, cet OS. Également pas mal de réactions sur X. Laurent, concernant macOS 26, on en a sélectionné une en particulier. Ouais.
Alors Apple, donc c'est Rosette06 comme tout à l'heure, et il dit quelque chose d'intéressant. Apple aurait apparemment retiré le Launchpad de macOS. Je trouve ça très regrettable. Est-ce que vous l'utilisez couramment ou avez-vous adopté Spotlight pour lancer vos applications? Que pensez-vous de cette suppression? Alors Spotlight, pour résumer en quelques mots, Laurent, c'est sa principale évolution. Hein. Non, mais- Il n'avait pas évolué non, mais depuis. qui utilisait Launchpad ici? Personnellement, très rarement. Les développeurs d'applications protégées pour les musées, etc., c'est l'ancêtre du launcher Ah oui, c'est ça. de macOS 7. C'est tout. Et c'était très pratique pour certaines applications. C'est ça, parce que tu avais 4 icônes, les simples 4 icônes, mais c'est tout. Exactement. Alors, tu peux nous parler de Spotlight et sa philosophie. C'est un super moteur de recherche intégré à macOS, mais qui permet d'aller plus loin, de mener des actions rapides, plus intelligentes, même du raisonnement un peu contextuel IA. Et effectivement, le Launchpad, finalement, il est intégré aujourd'hui à Spotlight. Ouais, alors je suis pas tout à fait d'accord parce que le Launchpad c'était vraiment une page avec des icônes, ça ressemblait un peu à iOS. Hein. C'est comme si ta page de lancement d'application iOS. Et moi, si tu veux, quand c'est sorti, j'ai dit waouh, c'est sympa, mais j'ai jamais lancé une application comme ça. Et même, je ne lance plus les applications en allant dans le menu application. Je ne les lance que avec Spotlight. Je tape le nom de l'application, tu vois, directement, tu tapes les 3 premières lettres, ton appli elle apparaît, tu appuies sur entrée et ça se lance. Tu vois, on a tellement d'applications. Donc l'usage aujourd'hui pour moi, c'était déjà Spotlight. Le fait que Spotlight aujourd'hui permette de déclencher un peu plus d'actions, c'est le prolongement de son usage. Pourquoi aujourd'hui Spotlight ne l'a pas fait avant, je ne sais pas. Ça a laissé la place à des applications comme Alfred ou Recast qui permettaient de faire des choses que ne pouvait pas faire Spotlight. Et c'était dommage. Spotlight avait innové en arrivant sur le Mac de cette manière-là. Il y a 15 ans. Et ensuite, ils se sont fait tailler des croupières par des solutions tierces. Bon, Apple essaie juste de rattraper ce retard là-dessus. Jean-Louis, que penses-tu du nouveau Spotlight? C'est une excellente nouvelle et c'est une histoire française. Pierre Rayman, le fondateur de Montparnasse Multimédia, avait des agents d'intelligence artificielle qui organisaient des visites de musées. Et la personne qui avait développé ça, c'était son frère qui travaillait chez Xerox. Et la technologie de Spotlight, c'est la technologie Xerox, qui est un produit qui déstructure les bases de données, qui met tout à plat, qui indexe et qui permet de créer les dossiers intelligents, parce que les dossiers intelligents, c'est permis par Spotlight, donc de créer des occurrences ad hoc d'éléments de recherche. Donc c'est vraiment une technologie extrêmement moderne qui malheureusement était tellement en avance qu'elle a peu évolué et qui a des impacts terribles sur le Mac d'aujourd'hui, notamment au niveau des recherches type dans Mail, qui est le truc le plus effrayant qu'on puisse avoir aujourd'hui en informatique. Et puis un petit coup de vieux sur la manière de présenter les informations. Spotlight reste un peu primaire. Il y a un problème de hiérarchie, de densité sémantique aux informations. Alors ça, c'est une des meilleures nouvelles de l'usage au quotidien de la machine. C'est vraiment un design invisible qui est dans le confort et l'efficacité de la machine. Si Spotlight est interfacé avec Mail, ce que j'espère, c'est quand même une grosse respiration. Parce que Mail, sa force, c'est pas forcément son moteur de recherche, c'est le moins qu'on puisse dire. Qu'est-ce que tu penses est arrivé, Stéphane, de cette version enrichie de Spotlight? Est-ce qu'il ne manque pas un pendant finalement d'un vrai moteur de recherche chez Apple, mais cette fois sur le web, qui lui permettrait d'avoir plein de data et faire des modèles d'IA assez puissants? Ils auraient dû s'y mettre il y a 22 ans alors. Il n'est jamais trop tard. Google, non mais c'est pas ça, je veux pas les ennuyer un peu, mais le mois dernier, pour la première fois, Google a eu une baisse de ses requêtes d'un mois à l'autre. Donc ils ont annoncé... Google Search. Google Search, oui. Et là ils ont fait donc les annonces au Google I.O. Il y a eu une centaine d'annonces. J'ai calculé les annonces d'Apple, il y en a eu 13. Dans l'IA. Dans l'IA, oui. Oui, bien sûr, pardon, excusez-moi, j'aurais dû préciser. On ne peut pas comparer, en fait. Ils ont déjà perdu. Donc, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, Emmanuel... Stéphane, je te raconterai une vieille pub Pirelli d'il y a quelques années où il disait « La puissance n'est rien sans le contrôle ». La maîtrise, non, sans puissance, sans maîtrise, la puissance n'est rien. Ah, tu pensais incontrôlé, Google? Ou du Rex. On a les citations qu'on mérite, hein, mon cher Laurent. Emmanuel, on sait très bien que c'est Google qui est en première ligne aujourd'hui en matière d'IA, avec les outils de search qui arrivent notamment sur ChatGPT. Demain, la possibilité de pouvoir vendre de la publicité dans ChatGPT. Ils sont véritablement plus en première ligne en danger qu'un Apple aujourd'hui, qui reste avant tout un fabricant de hardware et accessoirement un fournisseur de services. Oui, alors il y a l'UX pour satisfaire l'utilisateur.
puis à l'UX pour faire du business. Et en fait, aujourd'hui, la plupart des modèles économiques des boîtes tech en fait, créent des bassins d'audience et après monétisent dessus de la manière dont ils peuvent avec ça. Et c'est que les 3 premiers clics en fait, sont clés. Et donc, j'imagine qu'Apple, en faisant évoluer son OS, c'est pour garder la stickiness du premier geste du quotidien. Et effectivement, il y a une guerre terrible entre ChatGPT d'un côté, Google de l'autre, la navigation, et ça peut faire tomber des modèles entiers. Et d'ailleurs, l'exemple le plus important du monde actuellement, c'est WeChat. Donc 1 milliard d'utilisateurs dans le monde. La manière dont sont présentés les services dans WeChat sont effectivement portés par une vision de designer, mais aussi par une vision d'entrepreneur. Et les services proposés en premier sont ceux qui font tourner le PNL de WeChat. Et plus on s'écarte de l'univers de l'entreprise WeChat, plus on est loin. Donc il faut être conscient de cette espèce de guerre du premier geste, qui n'est pas forcément la plus pratique, mais qui est celle qui est utile à celui qui construit l'écosystème. Stéphane. Juste pour compléter, en fait, les fonctionnalités, c'est vrai qu'Apple, on osait espérer qu'Apple arrive avec sa couche de design pour pouvoir faciliter et encore plus intégrer des fonctionnalités d'intelligence artificielle. Oui, aujourd'hui, il y a encore peu, il fallait taper un prompt pour pouvoir utiliser un outil d'IA. On comptait sur Apple pour simplifier le process. Et on compte toujours sur eux. De toute façon, je pense que ce n'est pas terminé. On ne va pas les enterrer aujourd'hui. En tout cas, même si je suis critique, je compte sur eux. Tu les aimes bien, finalement. Hein. Oui, bien sûr. Non, mais de toute façon, je ne peux pas dire le contraire. Hein. Mais aujourd'hui, même les outils d'IA comme ChatGPT ou Gemini en particulier, ou Mistral, on parle d'agent, on ne parle plus de search, on parle d'un agent. Donc on est là pour accumuler tout un tas de choses qui vont derrière aboutir à une forme d'assistant. On a nos appareils tout le temps sur nous. On a cette chance d'avoir des montres, on va en parler juste après, ou des téléphones. On peut les utiliser comme des agents, nous permettant d'automatiser certaines tâches. Là, on ne les a pas vus. On a du Spotlight qui est juste du search. Voilà, même s'il y a Shortcut qui vient, mais ce n'est pas un truc évident, quoi. Alors, il y a d'autres fonctionnalités, bien sûr, qui sont au menu de ce macOS 26. Hein. Il y a l'arrivée de nouvelles applications, l'application des téléphones natifs qu'on attendait depuis des années qui sera là. On va voir si ça permet d'aller plus loin et à terme de gérer une eSIM sur son Mac. Après tout, pourquoi pas. Et on a vu arriver quelques applications qui ne sont pas propres à macOS, mais qui sont arrivées aussi sur iOS et iPadOS, comme l'application Games qui évolue. Et puis, l'évolution classique dans le monde Apple, une volonté d'Apple de faire du Mac une plateforme de jeu. Ça peut faire sourire, tellement qu'on est entouré par les équipes de Vitality et du Crédit Agricole ici, donc ça peut faire sourire effectivement, où le Mac est vraiment un nain en matière de jeu AAA, avec Metal4 qui veut redonner une volonté également d'utiliser les outils Mac et inciter les développeurs de jeux vidéo à se mettre au Mac. Et puis dernier point, mais on aura l'occasion de revenir dans cette émission sur macOS 26. Il semblerait que ce soit la dernière version de macOS qui soit compatible avec les puces Intel. Oui. La dernière version que vous pourrez installer sur un Mac un petit peu ancien qui n'a pas encore une puce d'Apple Silicon. Allez, on enchaîne avec ce que Stéphane nous dévoilait un petit peu en amont. On va parler d'Apple Watch et de son système d'exploitation WatchOS. Alors bien sûr, WatchOS, comme l'ensemble des systèmes d'exploitation d'Apple, y compris tvOS, dont on ne parlera pas ce soir, ni VisionOS, sinon il faudrait faire une émission de 2 heures, adopte Liquid Glass. C'est plus compliqué sur un petit écran de gérer les interfaces, Jean-Louis. Avec le micro, c'est mieux. Voilà. Oui, c'est plus compliqué, mais c'est finalement, on est en face du stand suisse. On revient aux fondamentaux, c'est-à-dire on revient au design au pixel, on revient à Bill Atkinson, c'est-à-dire à tous les fondamentaux, les valeurs de contraste, etc. Par contre, l'adaptation contextuelle sur les écrans, c'est-à-dire une pensée non pas graphique mais dynamique, c'est extrêmement pratique. Donc j'attends énormément, je suis impatient moi-même de faire des interfaces un peu complexes sur la montre à cause de cette adaptation. Tu aimes bien le designer doit avoir des contraintes, on est bien d'accord, et doit s'en adapter. Et de faire une faiblesse, une force, en gros, pour résumer. C'est drôle. Et puis surtout, compenser les limites structurelles du numérique qui nous gomment toujours certains de nos sens. Donc on doit surcompenser. C'est pour ça qu'il y a un effet très spectaculaire visuel. C'est pour renforcer
de saisir l'objet cognitif qu'on nous présente. On est obligé un peu de tricher en permanence pour la bonne cause. Alors voilà pour l'interface Laurent, la principale fonctionnalité nouvelle qui est apparue sur Apple Watch et qui concerne pas simplement la nouvelle Apple Watch, c'est l'arrivée d'un nouvel assistant. Non, c'est pas Siri, c'est Workout Buddy. Qu'est-ce que c'est en quelques mots, Laurent? En fait, c'est ton pote qui va te dire tu devais aller courir, tu n'es pas allé courir. Ah super, tu as bien couru, tu as fait ça, mais si tu pousses un peu plus, bon, grosso modo, c'est ton compagnon de. C'est ta mauvaise conscience, c'est ton Gemini Cricket, quoi. Tu vois, sur l'épaule qui te dit. Oui, mais tu vois, qui te dit voilà ce que tu as fait, voilà ce qu'il te reste à faire, voilà. Je me pose une grande question. On sait que Apple a mis beaucoup d'énergie sur les services et particulièrement sur le sport, tu vois, avec l'arrivée donc de leur offre Apple One. Je ne sais pas dans quelle mesure. Beaucoup de gens utilisent la montre pour le sport. Moi, le premier, corde à sauter, running, vélo. Tu vois, j'ai beaucoup de rando. Les gens utilisent ils te disent, je ne peux plus me passer ma montre, je veux enregistrer une fonction de base là-dessus. Les grands sportifs vont utiliser une montre dédiée au sport. Tu vois, une Garmin. Oui. Et le grand public est très content de son Apple Watch pour ça. Et puis, il y a des gens de tout le truc. Ma tante, elle compte ses pas avec sa montre. Elle est contente de me dire, aujourd'hui, j'ai fait. Donc, peut-être que dans cet usage-là, que ta montre te dise, si tu avais fait 10% de plus, ça aurait été bien, ça se ferait. C'est déjà le cas. Ta montre, elle te donne des vignettes quand tu as réussi à faire des choses. On a plusieurs de nos auditeurs qui nous disent, est-ce que cette année, qui me contactent en me disant, est-ce que tu as réussi à débloquer cette vignette, parce qu'à une époque, je courais après les vignettes. Bon, je pense que ça peut toucher une cible de la population. Je ne suis pas sûr d'avoir envie d'un Gemini Cricket pour me dire, tu as bien fait ou pas fait. Je ne sais pas. J'ai du mal à juger à titre perso. Stéphane, Laurent, on en parlait en début de cette émission est-ce que quelque part, l'Apple Watch ne pourrait pas être... justement le maillon manquant de la démocratisation de l'IA. On cherche un produit simple pour pouvoir démocratiser et donner à monsieur et madame tout le monde envie d'utiliser un outil d'IA. On sait que du côté de chez OpenAI, Johnny Ive a signé avec OpenAI qui a racheté la société IO. C'est quand même un très mauvais signal qui est donné, Emmanuel, parce qu'eux semblent vouloir dire non, l'outil idéal qui va embarquer l'IA et à laquelle on pourra donner envie à monsieur et madame tout le monde de l'utiliser, ça ne peut pas être le smartphone, ça ne peut pas être l'Apple Watch, c'est un nouveau device qu'il va falloir inventer. Oui, alors, je sais pas, je vais répondre un peu à côté. Je suis désolé, mais d'abord, effectivement, on disait qu'il y a plusieurs types d'IA. Donc, il y a l'IA générative, et quand on dit AI, maintenant on pense à IA générative. Mais l'IA existe depuis, effectivement, ça a été inventé avant l'informatique. C'est ce que nous disait tout à l'heure. Et en fait, aujourd'hui, concrètement, quelqu'un qui utilise un smartphone, notamment un Apple, il utilise de l'IA tous les jours, en priorité, et 9/10 de son usage est piloté par l'IA, parce que je rappelle que les deux applications qui consomment quasiment les 2/3 de l'utilisation d'un smartphone et d'un iPhone, c'est Instagram et TikTok, dont l'écran d'après est piloté par la capacité d'un algorithme statistique à se dire que l'écran d'après arrive et sera intéressant pour toi. Donc en fait, l'AI est déjà présent. Donc la question, c'est plutôt comment on étend l'AI à d'autres usages liés à la santé, à des choses autre chose que le loisir en fait. Tu vois, ça, je reformulerai un peu comme ça, tu vois. Donc il n'y aurait pas, selon toi, une nécessité de créer une nouvelle famille de produits pour embarquer l'IA? Alors, pourquoi pas, mais pour aller autre chose que le divertissement, qu'on a aujourd'hui. Que le divertissement et l'information continue, tu vois. Donc c'est possible, notamment le sport, on le pense bien parce que le sport on bouge et son téléphone on ne prend pas avec soi, etc. Mais je trouve que quand on décompose une journée, quand même, je vais juste m'assurer que les tâches en plus qu'on veut rajouter, est-ce que c'est vraiment central dans la vie d'un utilisateur? D'accord. Et j'ai un peu peur qu'on soit sur un marché de niche en termes de temps passé, mais voilà, c'est un peu ça le risque. On nous dira ton opinion, Stéphane. En tout cas, ça semble vraiment la vision, est-ce que c'est de la communication pour faire monter la cote d'OpenAI? Mais OpenAI y croit, d'un appareil qui serait ni un smartphone, ni une montre, ni un ordinateur pour héberger l'IA de demain. Non, Apple, j'imagine mal Apple sortir un nouvel appareil, ça c'est sûr. Par contre, il y a un point commun entre OpenAI, Gemini, etc. C'est la richesse de l'IA. La recherche de l'IA ne tient qu'une seule chose, sur la data. Et quel est l'appareil qu'on a, pas 24 heures sur 24, mais qu'on a le plus souvent par rapport au téléphone? C'est la montre. La montre pourrait être un aspirateur.
pourrait être un aspirateur, bien sûr avec notre consentement, bien évidemment. Je rappelle qu'aujourd'hui, la montre n'a pas Apple Intelligence. Hein. Voilà, et donc c'est précision quand même. Bah, c'est pour ça que si ça peut être un aspirateur, mais on arrive quand même à envoyer les données sur le téléphone, on peut rendre n'importe quel objet inerte d'une certaine manière, le rendre connecté. C'est assez alambiqué quand même. Bien sûr, mais c'est quelque chose, ils ont tout en main en fait, ils ont déjà l'écosystème en place. Brièvement, Jean-Louis, ton sentiment, est-ce que tu crois, comme ton pote Johnny Ive, que demain il y aura une nouvelle famille de produits qui vont émerger, qui vont ringardiser nos ordinateurs et nos smartphones? Non, parce que les sens les plus développés chez l'être humain, c'est d'abord la vue, ensuite c'est l'ouïe, le toucher et le goût. Donc quelque chose qui ne fonctionnerait sans la vue, uniquement avec l'ouïe, c'est déjà hiérarchisé. Et pour moi, le futur de... Des petites barrettes qu'on imagine, qu'on mettrait, qu'on accrocherait au revers de son veston. Sauf à retourner dans quelque chose qu'on connaissait, qu'on appelait les PAN, les Personal Aero Network, c'est-à-dire des objets qui se parlent, qui sont à la fois des actionneurs et des capteurs, qui nourrissent et qui agissent, peut-être. Ce que je crois fortement... Stéphane nous montrait ses lunettes, hein, c'est aussi une piste avec les lunettes de chez Meta. Ce que je crois forcément, énormément, c'est... les capteurs, c'est une évidence, c'est les actionneurs, c'est-à-dire des objets qui réagissent et qui agissent. J'ai pas besoin d'agents, j'ai pas besoin qu'on gère mes tâches, par contre j'ai besoin d'expertise, j'ai besoin de savoir-faire et j'ai besoin de me projeter dans des choses pas faciles. Maigrir, c'est pas facile. J'ai besoin de savoir si je fais ça... Je sais. Il va se passer ça. Aidez-moi. C'est ce que j'appelle les IA de projection. Que ça soit détourner une image, c'est compliqué, on simplifie les tâches. Maigrir, c'est compliqué, on me dit ce qui se passe si je fais ça. Et on a des adaptations contextuelles. Mais se substituer à ma vie des tâches, fais ci, fais ça, etc., remplacer, c'est pas très original, c'est un manque d'imagination. C'est arriver à créer du confort avec des projections qui t'aident à comprendre là où tu vas, que ce soit de la connaissance ou des actions physiques. Et l'IA, ça sert à ça, ça ne sert pas à remplacer une secrétaire. N'importe qui peut avoir l'idée, c'est pas très intéressant. Allez, on n'a pas fini avec l'IA, le dernier chapitre de cette émission. On va parler du grand absent de cet Apple Event et de macOS, iOS 26. C'est l'absence d'un Siri 2.0 qui va devoir attendre. Allez, très rapidement, Laurent, on a posé une question sur X à ce sujet concernant l'absence de Siri 2.0. La question était, selon vous, le retard du nouveau Siri intelligent va-t-il être un frein pour qu'Apple vende des futurs iPhones? Eh bien, la réponse est à 52% non, donc ça ne sera pas un frein. On n'est pas loin du ballottage quand même. Hein. Mais 41,5% dit oui. Et puis 6,5% dit je ne sais pas. Bon, je te donne mon point de vue, c'est non. Apple va continuer à vendre des téléphones et parce que pour Madame Michu, l'IA aujourd'hui, elle n'imagine pas là. Elle n'imagine pas dans son téléphone, elle n'imagine pas ce que ça... Donc, le temps qu'Apple arrive avec de l'IA et tout ça, il n'y a pas de souci. Est-ce que Madame Michu achète chaque année un téléphone? Non. Donc, on est tranquille. Pas mal de réactions encore sur X, Laurent. Tout à fait. Donc, on a eu une... c'est dur à dire. Z06, c'est ça? Ouais. Z006. Oui. Oui, malheureusement, lorsqu'il s'agit de gagner en confort d'usage, les gens abandonnent rapidement la confidentialité et vont se diriger vers Google, Gemini, Galaxy AI, pour voir les outils d'IA qui, faut l'avouer, sont pratiques. Les gens ne reviendront que lorsque l'usage sera là. Je crois pas. Réaction de Maxou? Maxou dit, je pense pas. Je pense que les utilisateurs utilisent des solutions alternatives comme Gemini ou ChatGPT, mais pourquoi pas une intégration de ChatGPT directement dans iOS à la place de Siri ou comme solution alternative. Bon. Réaction de David qui est très intéressante par rapport au time to market, hein, qui est quand même le moteur de cette économie. Hein. Franchement, même lorsque Siri intelligent sera disponible, je vais sûrement continuer à utiliser Perplexity, qui aura toujours une longueur d'avance. Siri est une interface vocale pour interagir avec l'iPhone, envoie message, lance musique, pas un assistant omniscient. Votre réaction de Mano? Qui nous dit « Je doute que le retard de Siri ait un réel impact sur les ventes d'iPhone. Par contre, il est sûr que ce retard influence la sortie du HomePad, produit qui dépend fortement de Siri. Les rumeurs de sortie imminente de ce produit ressemblent d'ailleurs de plus en plus à une arlésienne. » Oui, parce que sans Siri, il ne pourra pas sortir ce produit. Hein. Et enfin, des réactions de Wu-Tang Forever. Qui dit oui, cela peut être un frein car le marché est en pleine course à l'IA. Google avec Gemini, Samsung avec Ghost et OpenAI sont déjà en avance dans la communication et le déploiement.
Donc on a vu qu'il n'y avait pas forcément d'avancée majeure en matière de Siri. Le mot a été prononcé en amont de l'Apple Event, Stéphane, en disant ça va arriver dans les mois qui viennent, au mieux peut-être au printemps de l'année prochaine. Oui, je vais faire un petit retour en arrière sur la WWDC de 2024. Il y avait des promesses, on a assisté à des promesses, on va dire grandioses, avec un Siri plus personnel. Je ne sais pas si vous vous souveniez. Contextuel. Oui. La démo, c'était une jeune femme d'Apple qui disait je dois aller chercher ma maman à l'aéroport. Elle était à San Francisco. À quelle heure dois-je partir? Et là, Siri, de manière extraordinaire, a tapé dans Mail, regardé les billets d'avion, aller dans Google chercher les infos de vol si le vol était arrivé en retard, etc. Et comme par magie, elle donnait un temps de trajet et l'heure de départ. C'est pas aussi simple. On n'a pas eu le droit à ça. Par contre, en mars 2025, vous vous souvenez, Apple a retiré de ses publicités tout ce qui pouvait être en rapport avec ses fonctionnalités. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Oui, parce que c'est un argument de vente de l'iPhone aujourd'hui. Et là, pour cette WWDC, donc il n'y a eu aucune mise à jour. Et Craig Federighi a dit « Ce travail nécessitait plus de temps pour atteindre notre niveau d'exigence. » Bon. Je pense que c'est honnête d'une certaine manière. On aurait bien aimé qu'il dise ça en 2024. Voilà. Plutôt que de nous faire promettre des choses, parce que c'était une première pour Apple, pour moi, à mon sens, de faire un truc comme ça et de produire rien du tout derrière, parce que c'est quand même un aveu de faiblesse. Alors, est-ce que quelque part, Jean-Louis, toi qui es un observateur depuis de nombreuses années d'Apple, où Apple a rarement annoncé une feature qui n'est jamais sortie, surtout une feature aussi importante dans la stratégie d'Apple pour demain, d'abord, elle doit se faire pardonner, mais au-delà, est-ce que finalement le problème d'Apple, c'est son ridicule, et là je donne une réponse que tu vas me donner, culte du secret aujourd'hui. À quoi il sert ce culte du secret de ne pas pouvoir ouvrir les laboratoires aux journalistes en disant regardez, il existe le Siri, mais on ne peut pas vous le montrer, mais on vous fait une petite démo sur un coin de table pour assurer tout le monde et le marché en particulier, parce que l'action s'est bien cassée la gueule quand même. Est-ce que ce n'est pas ça qu'il faut mettre un terme? On ne fait pas de procès envers une personne, mais on voit bien que toutes les annonces d'Apple sont inventées. À quoi il sert ce culte du secret? Alors, pour moi, le problème, c'est pas le culte du secret, c'est le culte des adjectifs ridicules, amazing, huge, etc. Parce que quand ça sort pas derrière, les adjectifs deviennent ridicules. Le secret, c'est normal. Non, je pense que Apple est atteint d'un syndrome qu'on connaît bien en France, c'est celui des entreprises du CAC 40 françaises, c'est-à-dire on se neutralise les uns les autres, c'est des bastons inter-business unit et à la fin, il ne se passe pas grand-chose. Et c'est ça le problème d'Apple, il n'y a plus de vision. La vision tech, elle est certainement partagée entre les visions de l'IA. Un Siri qui copie ChatGPT ou un Siri qui pilote la machine, ça a été dit. Les utilisateurs Amazon, Google ont l'habitude de parler au mur et à la maison. L'usage est là. Il n'est pas chez Apple. C'est un vrai problème. C'est des usages tout simples. L'usage de la secrétaire qui dit le billet d'avion, c'est les fonctions, j'appelle ça couch potatoes. Je ne sais pas si c'est vraiment une vision du futur. Ça va généraliser, Jean-Louis. Externaliser son cerveau pour que la machine pense à ta place, je ne sais pas si c'est vraiment ça le progrès. Ce qui est sûr, c'est qu'à côté de la répartition de l'intelligence dans l'OS, il faut une interaction de dialogue vocal à peu près costaud, et ça, elle n'est pas là, et c'est vraiment regrettable. Emmanuel, non, je ne sais pas si tu partages mon avis sur le mode de communication d'Apple, le culte de secret. Est-ce qu'il est toujours d'actualité aujourd'hui avec la foison d'informations dont on dispose dans l'univers de la tech? Mais au-delà, on voit, et tu le vois au quotidien au village, qu'il y a des innovations tout azimut en matière d'IA générative, qu'il y a des annonces tous les matins. Et une chose est sûre, c'est que le rythme de mise à jour d'Apple, une fois par an communiqué sur les usages de l'IA, ça ne peut pas fonctionner comme ça. Oui, alors l'IA, les mises à jour, les innovations, le rythme c'est en semaine, c'est plus en mois. En fait, je vais donner deux petits chiffres pour comprendre un peu et vous partager mon point de vue. Je pense que Apple, son ADN, c'est l'excellence. Donc quand ils sortent quelque chose, il faut qu'ils mettent une claque au marché sur le sujet. Donc le 1er avril, OpenAI a levé 40 milliards et recrute les meilleurs talents. Enfin, quand je parle de meilleurs talents, c'est des gens brillantissimes. On avait hier, d'Apple, on avait que hier, etc. Enfin, c'est des gens extrêmement chers, durs à avoir, etc. Et le résultat net d'Apple l'année dernière, c'était 120 milliards. C'est-à-dire que pour mettre une claque au marché, il faudrait mettre peut-être l'équivalent de 1 an de résultat net au pot. Et sans avoir la capacité à garantir qui serait devant ChatGPT, mais même Mistral.
DeepSeek, etc. Donc je pense que pour le logiciel d'Apple, c'est vachement dur de se dire comment j'arrive à venir encore plus fort et sans doute que ce n'est pas facile pour eux d'être face à un os, cette fois-ci, d'une innovation technologique ou une approche nécessaire qui n'ont pas forcément aujourd'hui. Qui nécessite des moyens financiers mais astronomiques. On a reçu cette semaine dans Refait Vivatech ensemble, Emmanuel, Patrick Pérez qui est le patron, le CEO, le PDG de QTI. Je ne sais pas si vous avez vu les démos de l'assistant vocal de QTI, Mouchi, mais c'est juste bluffant en matière de rapidité, en matière d'écosystème. Ça anticipe presque vos questions, c'est assez... Voilà, on rêverait d'avoir un Siri comme cela. Et il reconnaissait qu'effectivement, il était plus rapide que Siri. Mais je lui disais, mais comment une société comme la vôtre, qui a peut-être 1% ou 0,1% des moyens d'Apple, arrive à produire un assistant aussi puissant et rapide? Et il nous dit, mais bien sûr, mais moi, je n'ai pas à gérer un parc et l'existant, Jean-Louis. C'est un problème de culture, d'entreprise. C'est-à-dire que quand Edison a inventé le courant continu, eh ben, Tesla, avec son courant alternatif, ça l'embêtait. Et il n'avait pas envie d'investir sur le courant alternatif. Westinghouse a pu aider Tesla, etc. C'est l'histoire. Donc si Apple ne rachète pas quelqu'un... Toi, ça semble l'obligation. Sa culture interne ne peut pas changer. Ouais, il faut racheter un grand LIA. Tu as les meilleurs développeurs pour faire des OS. Tu as les meilleurs développeurs pour faire les puces ARM et les systèmes on-chip. Tu n'as pas les meilleurs développeurs pour faire l'IA. C'est comme ça. Et Apple se prépare des lendemains compliqués. Je vous rappelle, vous le savez sûrement, vous messieurs, que Logic Audio, logiciel de musique, et Final Cut Pro, logiciel de montage, ces deux disciplines sont fortement impactées par l'IA aujourd'hui. Il y a très peu de prestations d'IA dans ces deux logiciels qui sont des leaders du marché. Alors qu'Adobe, il y en a tout azimut et on voit arriver d'autres outils bien plus puissants encore. De start-up, les QTI de la musique, ou etc., ou de l'animation vidéo, c'est même pas Adobe, c'est des petites boîtes incroyables. Et cette agilité peut venir aussi du sommet, de la direction générale d'une entreprise pour avoir cette vision et cette vision produit. Et on ne sait pas si aujourd'hui l'entreprise est vraiment taillée pour ça quand on voit l'âge moyen, et je m'inclus dans l'âge moyen, de cette entreprise. Voilà, on a essayé d'être le plus précis sur ce débrief très complet ici à Vivatech des annonces de la WWDC. On passe à vos coups de cœur. Allez, très vite, Jean-Louis, on commence avec toi. Alors, mon coup de cœur, c'est du hardware français, fait en France. Une société à Nice qui s'appelle Anasound, qui fait des pédales de guitare électrique, des effets analogiques, d'une très très grande qualité, utilisés par les plus grands musiciens américains, Jack White pour ne pas le nommer. Et Anasound, connaissant les problèmes du hardware en France, a créé à côté une plateforme de distribution qui s'appelle Palf, qui vend toutes les pédales boutiques, c'est-à-dire de qualité haut de gamme, du marché mondial. C'est vraiment assez original, c'est des jeunes ingénieurs, ils parlent aussi bien l'analogique que le numérique, et c'est fait en France, à Nice, c'est vraiment à aider, et pour ceux qui aiment la musique, à découvrir. Il est à fond dans la musique, et on va faire une émission sur la musique, promis Jean-Louis. Laurent, ton coup de cœur? Alors j'ai un coup de gueule et un coup de cœur. Mon coup de gueule, c'est... le manque d'imagination des gens présents à Vivatech cette année. Ah, carrément. Donc en fait, j'ai trouvé Vivatech est magnifique, le salon est magnifique, la dynamique est magnifique, mais il n'y a plus de produits. Et j'adore que tu dises que tu parles de hardware, parce que toutes les années où je suis venu à Vivatech, je voyais des objets partout. Et cette année, il n'y a aucun objet. Un robot par-ci, un robot par-là, il n'y a aucun objet. Et je me suis dit, mais pourquoi? Parce que tout le monde fait de l'IA. Et l'IA a deux défauts. La première, c'est que c'est très difficilement démontrable, surtout sur des mini-stands comme ça. C'est très, très compliqué. Et la deuxième, c'est que tout le monde pense arriver avec une solution miracle. Et j'ai juste mis un petit bout de LLM, un petit bout d'algorithme IA. Et je pense qu'il faut monter le niveau à tout le niveau. Donc j'ai hâte d'être là l'année prochaine et les années d'après pour que cette espèce de vague qui soit là redescende et qu'on retrouve du hardware et tout ça. Maintenant, je vais te donner mon coup de cœur qui est tamponné. C'est un double coup de cœur pour le coup. C'est un coup de cœur de Laurent et de Christophe Degrave. Et donc, il est tamponné, Christophe Degrave. C'est, si vous avez un iPhone, allez regarder le trailer, donc je sais plus comment on dit en français, la bande-annonce. La bande-annonce du film F1 par Apple, par les studios Apple. Alors, il faut aller la voir dans l'application Apple TV. Il faut aller dans l'application Apple TV avec un iPhone, tenir le téléphone entre les mains. Ce matin, lors de mon déjeuner sabbatique avec mon ami Cyril, je lui ai mis le téléphone entre les mains. Ça l'a bien réveillé, j'imagine. Ouais. Et donc, il m'a dit, mais c'est exceptionnel, quoi. Et concrètement, ça fait quoi?
En fait, c'est haptique. Il s'appelle le Haptic Trailer, donc la bande-annonce vibrante, on va dire. Et c'est juste un bon moment à vivre sur ce trailer. Il faut faire l'expérience. Donc, si vous avez un iPhone, allez le voir. Dis-moi. Dans quel IMAX on va le voir alors? Ah, c'est ça le problème. Il faut un IMAX qui vibre. Oui. Stéphane, ton coup de cœur cette semaine? Alors, j'ai pris, en baladant dans les startups, dans les stands, j'ai trouvé une startup qui s'appelle Olvid. Alors, vous avez tous vu apparaître le petit cercle bleu dans vos applications WhatsApp, Messenger, etc. Ben là, donc de Meta, et là, c'est un peu un cercle bleu, sauf que c'est totalement l'opposé. C'est un outil de messagerie qui ne stocke rien du tout, même pas votre numéro de téléphone. Et c'est une application française de messagerie qui s'appelle Olvid, qui existe aussi, qui est gratuite pour tout le monde. Et si vous voulez prendre un petit forfait à 4,99 par mois, vous pouvez le faire pour pouvoir passer quelques coups de fil, etc. Parce qu'il faut quand même les soutenir. Il y a une fonction aussi pour les professionnels. Et c'est, à mon avis, la meilleure application de messagerie, en tout cas la plus sincère, et en tout cas qui ne stocke rien du tout comme données. Et je vous encourage à la télécharger. Emmanuel, est-ce que tu as un petit coup de cœur durant cette semaine à Vivatech? Oui, un coup de cœur. En fait, c'est une startup qui s'appelle Missia. Alors, je ne sais pas si vous savez, Missia, ça veut dire grand-père en Corse. Et il y a quelques Corses autour de la table, c'est pour ça que je précise. En fait, c'est une main fière, on peut le dire. Non, en fait, c'est un système qui est en fait qu'on met chez les personnes âgées, notamment la famille. Et souvent, on est assez loin de ses grands-parents et de ses parents. Et notamment lorsque une partie de la famille est dans une région un peu éloignée. Sur le continent. Là, exactement. Et grâce à une caméra qui filme la maison, en fait, ça fait une reconnaissance automatique basée par l'intelligence artificielle. Mais bon, c'est comme ça. Ça fait une sorte de reporting, le juste niveau de reporting qui va bien pour garder la confidentialité de la vie de la personne qui est loin, mais qui fait le reporting aux enfants et aux petits-enfants. Et ainsi s'assurer que tout va bien et donner des petits réflexes, des petits insights réguliers pour générer de l'envie. Et le rappel de contacter son être cher qui est loin. Alors, ils sont au tout début. Hein. Ils ont sans doute besoin d'une grosse set de designers, je pense, pour aller plus loin. Et d'ailleurs, ils vont sans doute rejoindre l'univers du village très prochainement. Voilà. Et c'est un coup de cœur parce que j'ai vécu ça comme beaucoup d'entre vous, etc. Et je pense que là, on touche quelque chose qui est hyper sensible. Donc voilà, start-up créée à Ajaccio et qui a 18 mois. Ajaccio. Et la collectivité territoriale de Corse, c'est juste à côté, effectivement. Voilà. Et le coup de gueule, hein, c'est que j'étais ravi de participer à un salon de gars, de bonhommes. Voilà. Année après année, la French Tech a 12 ans. Le taux d'entrepreneuses reste à un niveau tellement bas. Donc voilà, c'est super, on aurait pu on aurait pu boire des bières ensemble, etc. Voilà, d'ailleurs, on représente bien malheureusement le truc. Voilà. Donc je sais pas, je n'ai pas la solution. C'est ça qui, en fait, le coup de gueule, il est contre moi-même. Ouais. Je n'ai pas la solution pour hacker ce sujet de cette tech qui n'est pas inclusive. Et pas assez féminine. De mon côté, vous savez, moi j'aime beaucoup le hardware et notamment des produits pour habiller ces Mac, ces iPads ou ces iPhones. On m'a présenté ce matin un produit qui s'appelle Nedrelo. C'est une petite housse en laine naturelle, regardez, qui permet d'habiller et de balader votre iPhone, votre iPad ou votre Mac. Et donc c'est totalement magnétique. Vous voyez, ça s'ouvre et ça révèle un iPad. À l'intérieur, on peut mettre un iPhone. C'est tout à fait discret, c'est totalement écologique. C'est une petite boîte américaine qui fait ça et ça coûte autour des 40 €. Alors, il y a des frais de douane hein, si vous les commandez. Ça s'appelle Nedrelo, allez voir sur le site. C'est vachement mignon, c'est écolo et c'est tout beau. Voilà, c'est la fin de cet épisode de Refait le Mac. Merci beaucoup de l'avoir suivi. Merci d'avoir été si fidèle tout au long de cette semaine de Vivatech. Un grand merci en tout cas aux équipes techniques d'Electric Dreams Productions qui n'ont pas démérité tout au long de cette semaine. Ils ont tourné toute la journée, ils ont été au top. Les équipes également, on ne les oublie pas, de TBC Média. Un grand merci du côté du Crédit Agricole à Julie Burette qui également n'a pas démérité. Aux équipes du village, Emmanuel ici présent, mais également Julie Ulsindou qui a été notre reporter de choc, et vous derrière vos écrans qui ont été très nombreux à nous suivre en quotidien. Rendez-vous la semaine prochaine pour le prochain épisode de Refait le Mac. On va essayer de faire un premier verdict d'iOS 26, on va vraiment le tester sous toutes les coutures et pour être prévenu en temps réel de la mise en ligne de l'émission, je vous invite bien sûr à vous abonner à notre chaîne YouTube et n'oubliez pas le petit pouce, ça fait toujours plaisir. À la semaine prochaine, salut.